L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Fait que cette semaine, en Traité avec un guerrier, on reçoit pour le 100e épisode Shiane Marie-Ève Dicker. Donc, Shiane, elle est plusieurs fois championne du monde de karaté, championne de norme américaine NABF en 2018 et championne du monde IBF 2 fois, 2018 et 2021, défendue 3 fois. Donc, on va en parler par le podcast, mais on voulait commencer en te remerciant. Shiane, écoute, t'as une grosse horaire, fait que merci de prendre du temps pour venir nous voir puis venir au podcast parler avec nous de ton parcours. Ben, ça me fait plaisir. Là. Merci de l'invitation. Je pense que c'est cool là, pour le 100e épisode là, d'être avec vous parce que ça aussi, là, c'est un bel accomplissement. Donc, félicitations, les gars. Merci. Puis, ben, pour moi, c'est un plaisir de jaser karaté puis de jaser arts martiaux avec vous. Là. Écoute, on va partir ça tout de suite. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as vu un film puis tu as voulu aller essayer ça avec Kyosha Saint-Eustache ou t'as-tu commencé même avec un autre professeur puis tu as fait le switch après? Comment ça a parti tout ça? Ben, moi, j'ai commencé parce que je tripais sur les Tortues Ninja, puis ben, c'était vraiment la mode, là, dans les années 90, les Tortues Ninja. Pour moi, c'était mes idoles, puis même que je prenais des marches avec ma mère, puis quand je passais devant les bouches d'égout, ben, j'arrêtais tout le temps, puis j'étais comme « Hey, maman, je pense que j'ai vu Donatello, là! Fait que c'était vraiment obsessif pour moi, puis mon cousin, on faisait déjà chez Karaté Sunfuki, là, quand j'étais petite, donc ma mère m'a emmenée là-bas. Et la première fois, je voulais regarder, puis à cette époque-là, ben, il y avait une semaine des parents, donc on n'avait pas le droit de regarder le cours, à part une fois, c'était comme la semaine des parents, une fois dans le mois. Puis ben, vous connaissez Kiyoshi, hein, fait que quand c'est une règle, ben, on déroge pas de ça. Donc moi, j'étais allée pour regarder, puis Kiyoshi a jamais voulu que je regarde. Donc, moi, ça allait vraiment piquer ma curiosité. Là. Je m'étais imaginé 1 million de scénarios de ce qui pouvait se passer dans les cours et tout ça. Donc, pour moi, là, c'était catégorique. C'est là que je m'inscris parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans les cours. Puis, ben, finalement, ben, c'était pas pantoute ce que je m'imaginais, mais je suis restée là quand même pendant plusieurs années. Ouais, puis là, on se remet ça, c'est début 2000 ou fin 90? Et là, on parle de 1990. Début 90, OK. Fait que le karaté, ouais, début 90. On parle de 1991, parce que j'ai commencé à 6 ans. Y avait-tu des tatamis? Ou c'était à terre? Non, ben non, c'était du beau tapis commercial gris. Ouch. Fait que les push-ups sur les jointures, ben, c'était sur le tapis commercial. Tout se faisait là, puis c'était vraiment très petit, dans un sous-sol. Ça sentait vraiment dégueulasse, ça sentait l'humidité. Puis c'était vraiment comme étroit parce qu'il y a eu comme des agrandissements, là. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment étroit. Puis tu avais des colonnes en plein milieu. Puis quand tu arrivais en retard, ben, ils te mettaient derrière une colonne. Puis bien sûr, il fallait que tu gardes ta position naturelle droite, mais tu voyais rien. Fait que tu faisais comme ça. Puis là, ben, ça te coûtait des push-ups. Fait que c'est ça. C'était comme ça. Donc, pas de tatami, du tapis commercial, des colonnes. Donc, c'est phénoménal de voir où est-ce que Karaté Sunfuki est rendu maintenant parce que quand on voit de où est-ce que ça a parti, là, c'est toute une progression, là, c'est tout un accomplissement là, qui a été fait. Tu étais là, ça veut dire en 91, c'était la 2e année officielle d'existence. Ben, c'est ça, tu sais, je pense, tu sais, mon numéro de membre, je pense que c'est de mémoire, c'est 469. Fait que dans les CV, tout ça, là, ouais, moi, je suis à 469 là, de la maison mère, là, donc je suis quand même là, dans les débuts. Là. Il y en a encore plus vieux que moi, mais je suis dans les 100. Là, puis il n'y avait pas de franchise encore en 91. Là. Non, c'est long, là, les franchises. 0-0. Les franchises, c'est Saint-François avec Shiane François Paquet là, qui a été le premier là, avant que Shiane Milo reprenne ça. Mais ça a été quelques années plus tard. Là.
Comment la compé est arrivée? Parce que t'es quelqu'un de compétitif. Est-ce que t'es allé directement vers ça ou tu sais la gang en faisait? Puis comment t'es arrivé dans la Mais compétition? comment la compé c'est arrivé facile comme ça? Là, vous connaissez tous très bien les compétitions Ouais. internes, puis à quel point on essaie d'amener nos élèves dans les compétitions internes et tout ça. Moi, ça faisait comme 3 semaines que je faisais du karaté. Là. Je venais de commencer, puis là, Kiyoshi, à l'époque, on l'appelait même pas Sensei, on l'appelait Pierre. Fait que, Pierre est allé voir ma mère Pierrette, puis lui a dit ben, tu sais, je vois un bon potentiel, ça serait cool que Marie-Ève participe à la compétition, puis moi, ben, compétition, trophée, médaille, gagné. J'étais comme, on le fait! Puis j'avais quand même gagné, je pense que c'était une 2e place ou une 3e place. Puis ben, j'ai tout de suite eu la piqûre, là, fait que c'était bien sûr en combat. J'ai tout de suite eu la piqûre, là. J'ai toujours aimé ça, comme me tirailler, puis compétitionner, puis j'ai toujours aimé puiser au fond de moi-même, puis aller repousser mes limites, puis d'accomplir des choses. Donc, pour moi, la compétition, quand j'étais jeune, ben, c'était comme ça que je me sentais accomplir. C'était comme ça que c'était la drive qui me donnait. Tu sais, moi, pas de compétition, les cours, c'était bien cool, là, mais ça me prenait des compétitions puis des tests de ceinture parce que, tu sais, il fallait que je comprenne pourquoi je travaillais fort comme ça. Puis ça, pour moi, c'était la Tu as eu plusieurs titres dans les différents circuits de compétition de karaté que tu as été. C'était quoi tes expériences marquantes en tournoi, les pays qui t'ont marqué? Ça m'intéresse là. Ben c'est sûr qu'en karaté, en boxe, là, j'ai fait vraiment des voyages comme incroyables. Là, puis c'est drôle parce que je parlais avec Shihan Milo ce matin, puis on se rappelait, ce matin, pas plus tard que ce matin, on se parlait de Son no Konchiki, de quand est-ce que ça avait commencé et tout ça. Là, puis on parlait aussi des voyages qu'on a fait. Là, c'est sûr que vous le savez à quel point c'est familial. Puis même si je suis plus impliquée dans le karaté vraiment là, physiquement, que je suis plus sur les tatamis, ben, j'ai souvent des nouvelles de Kiyoshi, j'ai souvent des nouvelles de Mimi, parce que nous on l'appelle Mimi parce que ça a été une maman pour moi, de Shihan Milo, de toute la gang. Donc pour moi cet aspect familial là c'est transposé avec les tournois, les voyages qu'on a fait, ben, ça a juste renforcé ces liens là. Si j'en avais 2 à dire en boxe et en karaté, je dirais en karaté, c'est quand je suis partie en Espagne. Donc, j'ai 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans. C'est la première fois que je prends l'avion de ma vie. Je pars avec la gang de karaté, pas de parents, mon sac à dos, et je reviens championne du monde. Donc, pour moi, c'est comme, en revenant de ce voyage-là, c'est comme si sky is the limit. C'est comme si il n'y avait pas rien qui pouvait m'arrêter dans la vie. Puis maintenant, j'avais tous les outils. Puis ben, à 19 ans, des fois, on pense qu'on a plus d'outils qu'on en a vraiment. Je me pensais vraiment invincible. Donc, la dose de confiance que ça m'a donné pour entreprendre mes projets, pour notamment ouvrir mon dojo, parce que j'ai ouvert mon dojo après ça. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai ouvert mon premier dojo. Donc, cette dose de confiance-là, ça a été déterminant. Puis, ben, après ça, là, des expériences en championnat canadien, des voyages avec la gang de karaté. Je vais passer les détails parce que je suis vraiment contente qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et de caméras dans ce temps-là, parce qu'on n'était pas toujours très sages. Hein? Puis, ben, en boxe, je dirais, ben, c'est mon premier combat de championnat du monde quand j'ai boxé au centre Vidéotron. C'était un des premiers combats que je tirais de l'arrière dans ma carrière. Donc, quand je suis arrivée, après le 3e round, je perdais les 3 premiers rounds. Puis là, il a fallu faire les ajustements nécessaires dans le coin avec mon coach. Puis le moment où je me suis dit dans ma tête, c'est pas vrai qu'elle va venir gâcher mon party. C'est moi qui dois gagner, je suis ici chez moi, c'est à moi d'écrire l'histoire parce que en remportant ce combat-là, ben, je suis devenue la première Québécoise championne du monde. Donc ça aussi, là, ça a été un moment, là, je pense, marquant dans ma carrière. Là. C'est clair. J'aimerais ça qu'on revienne, avant d'aller vers la boxe, qu'on revienne, tu l'as effleuré rapidement. Tu sais, tu as été une compétitrice, une karatéka toi-même pendant plusieurs années. Là, tu as dit, c'est à 19 ans, j'ai ouvert mon école. Comment ça s'est passé, ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Puis, tu l'as quand même été plusieurs années. Comment ça t'a marqué, ça? Première des choses, j'enseignais pour Kiyoshi, là, donc j'enseignais à la maison mère dans ce temps-là. Puis, c'était les belles années. C'était les années où Shihan Eve, où il y avait aussi Mathieu Tremblay, où Shihan Milo venait de quitter pour ouvrir Saint-François, mais il y avait Marie-Ève Beckers qui était avec moi aussi. Donc, c'était des années où le dojo marchait à côté. Il y avait une bonne qualité d'enseignant. Mais je pense que Kiyoshi et Mireille ont eu beaucoup de cheveux blancs à cause de ces années-là. Ils s'en sont arrachés plusieurs. C'est encore surprenant que Kiyoshi ait encore des cheveux parce que on a vraiment testé leurs limites et leur patience. Mais
À un moment donné, quand j'avais 19 ans, moi, et que Kiyoshi me disait comment enseigner, moi, je trouvais qu'il savait pas de quoi il parlait. Puis, je trouvais qu'il y avait comme... Ouais, c'est ça, parce que moi, je connaissais vraiment les choses, tu sais, puis je savais vraiment comment ça marchait, puis moi, j'en connaissais beaucoup plus que lui. Fait que je me suis comme tannée qu'ils me disent quoi faire, fait que j'ai décidé d'ouvrir mon école de karaté pour être maître chez moi. Puis finalement, ça a eu comme l'effet inverse. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment eu l'effet inverse parce que à la place, j'ai juste compris sa position, compris la situation, puis ça m'a amené vraiment un degré de maturité, puis encore plus de respect pour tout ce que Kiyoshi avait fait pour moi, puis tout ce qu'il avait fait pour l'évolution des arts martiaux et tout ça. Donc, c'était un peu comme ça que c'est arrivé. C'était par opposition à Kiyoshi qui me disait comment enseigner, parce que moi, je connaissais ça, le karaté. Non, mais c'était vraiment pas pareil, enseigner en dessous de quelqu'un, puis après ça, assumer 100% des moves que tu fais. Là, comme, là, je suis responsable. Tu sais, quand tu pars d'une école qui est déjà existante, qui a une bonne clientèle, qui a des élèves élevés en grade, des élèves élevés en ceinture, puis tu enseignes à eux, tu sais, d'enseigner un avancé, c'est une chose, puis quand tu pars ton dojo, puis que tu commences ton cours, puis tu as 4 enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui n'ont jamais fait de karaté, puis tu n'as personne d'autre autour, là, puis là, tu fais comme... Ah! C'est ça, tu sais, c'est un autre game. C'est pas la même chose. Ça m'a, comme je dis, là, ça a juste comme fait grandir le respect que j'avais en Kiyoshi, puis ça nous a juste comme rapproché cette histoire-là, là, finalement. Puis en tout, tu vas l'avoir eu combien d'années ton dojo? Tu l'as eu jusqu'à... J'ai eu 12 ans de temps. OK. Ouais, j'ai eu 12 ans de temps, exact. Là, j'ai vendu dans les dernières années parce que la boxe prenait vraiment beaucoup de temps. Puis à un moment donné, je sentais que j'étais à la croisée des chemins parce que je m'entraînais en boxe dans mon dojo. Puis des fois, les parents, les clients venaient comme m'interrompre pendant mes entraînements. Puis moi, des fois, je leur répondais peut-être un petit peu bête en disant comme, là, je suis en train de m'entraîner, tu me déranges. Fait que moi, je me dis, tu sais, je peux pas parler comme ça à ma clientèle. Je peux pas négliger ma clientèle comme ça. Puis en même temps, pendant que je faisais mon entraînement, des fois, j'étais comme... Ah là, comment ça, ils n'ont pas parti le cours? Pourquoi le réchauffement n'est pas parti? Donc, je n'étais pas concentrée non plus sur mon entraînement de boxe. Donc, j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas en mesure d'accomplir comme il faut puis de bien me concentrer sur ce que je devais faire là, dans les deux volets. Donc, je me suis dit, je dois choisir pour ne pas passer à côté des deux. Là. Puis là, je me suis dit, je vais y aller vers la boxe, vers ce nouveau défi-là, mais je me suis toujours donné comme mission de continuer de partager ma passion pour les arts martiaux, mais par un autre moyen, puis c'est un peu ce que j'essaie de faire par les médias, la communication, donc de reparler de mes origines, puis de parler à quel point le karaté a été important pour moi dans ma vie. Mais tu as laissé des traces, c'est clair, parce que sur le podcast, on a reçu Adam Chaoui puis son père, puis tu sais, ils ont eu un autre professeur après toi, mais ils parlaient vraiment beaucoup de l'importance que tu avais eue dans leur parcours, puis aujourd'hui, ils ont eux autres aussi une école de karaté Sonfuki. Donc, puis je suis sûr que c'est pas les seuls. Il doit y avoir d'autres élèves que je connais pas ou qu'on n'a pas reçus, mais que Vicky, évidemment, tu sais, il y en a d'autres. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te manque des fois, mettons, parce que, tu sais, je comprends, là, t'es dans ton prime physique pour avoir une carrière, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Est-ce que quand tu vas être plus âgé puis que là, tu vas te retirer peut-être de la compétition en boxe ou du sport professionnel, de retourner peut-être au coaching? Peut-être probablement en boxe, parce que tu vas avoir fait une longue carrière là-dedans. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais pour l'avenir? Je sais pas jusqu'à quel point mes autres projets, parce que j'ai quand même beaucoup de projets de communication, de médias et de choses comme ça. Donc, l'horaire de ces projets-là rendent le coaching un petit peu plus difficile parce que si j'ai compris une chose, puis si c'est vraiment ce qui m'a motivé à vendre l'école, c'est que en tant qu'entraîneur, il faut que tu sois investi à 100%, il faut que tu sois là pour tes élèves, il faut que tu sois là pour leur développement. Donc, c'est difficile de le faire à temps perdu, à temps partiel. Donc, dans cette optique-là, ça devient difficile, mais la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des communications, j'ai commencé à faire des médias, c'est pour ça, parce que cet impact-là sur les élèves, sur les gens, tu sais, de prendre quelqu'un puis de leur donner les moyens de leurs ambitions, de leur donner du courage, de leur donner cette confiance-là de foncer, ça me manquait. Ça me manquait, tu me disais, là, tu me nommais des Vicky, Nourdine, Adam. Donc, d'avoir cet impact-là, je pense que c'est une des plus belles réalisations. Tu me parlais tantôt des championnats que j'ai gagnés, mais d'avoir réussi à semer ces graines-là, puis de partager ma passion pour les arts martiaux, puis d'amener des gens dans un cadre de vie, dans un contexte qui est juste bénéfique pour eux, puis de leur donner cette structure-là, cette passion-là, pour moi, je pense que c'est l'affaire que j'ai fait qui est le plus gratifiant. Donc, l'enseignement me manque.
Mais je Mais comprends en ça, même temps que c'est les contacts que tu faire as directs parce que, tu sais, maintenant, tu es à la Oui. radio, tu es au podcast, tu es à la Ouais. télévision. Tu sais, je veux dire, t'inspires beaucoup de jeunes filles aussi, je crois, puis aussi des jeunes hommes, mais tu sais, aller dans les arts martiaux, dans le boxe, ben, c'est juste que tu n'en as peut-être pas conscience parce que, tu sais, mais il y en a peut-être qui t'écrivent, mais tu sais, c'est clair que ton impact va être beaucoup plus gros que si tu avais un dojo, même à Laval, là, même si c'est une grosse ville avec beaucoup de population, tu sais, tu toucheras pas le nombre de gens que tu touches en allant, tout le monde en parle ou Ben, c'est whatever, sûr là. que, comme tu dis, là, c'est moins direct, donc c'est moins Exact. appliqué. Des fois, je le sens pas autant, mais quand les gens prennent quelques minutes puis viennent me voir, puis me racontent un petit peu leurs histoires, puis me racontent à quel point ben, ils ont recommencé à faire un art martial ou ils ont recommencé à s'entraîner parce qu'ils m'ont entendu dans telle chose, ben là, je me dis, alright, là, tu sais, je veux dire, je continue cette mission-là que je m'étais donnée, puis ben, pour moi, c'est super important d'utiliser la plateforme que j'ai pour faire avancer les choses, faire avancer la société dans la bonne direction. Donc, pour moi, je me dis... Ben, tu fais des belles puis grandes choses parce que juste le nombre de boxeuses féminines, ça augmente, on en entend plus parler. Juste ça, là, tu sais, t'étais la première puis t'as clairement paved the way, là. Fait que juste ça, là, c'est déjà ça. Beaucoup. Est-ce que c'est une pression que tu te mets ou tu essaies de pas trop y penser au fait d'être un peu... Je sais pas si c'est gros, là, l'expression que je vais utiliser, mais d'être un peu la GSP féminine. L'expression est un peu forte, mais... Lui a été dans votre sport, là. Tu sais, dans le sens où vous êtes deux grands champions, chacun dans vos disciplines, mais québécois, tu sais, des champions internationalement reconnus, québécois. Ben, toi, tu as été la première fille à paver cette voie-là. Lui, ça a été le premier gars à atteindre cette ampleur-là qui venait d'ici. Fait que c'est clair que pour des petites Québécoises, tu sers de modèle. Est-ce que tu essaies de pas trop y penser ou c'est présent dans la façon que tu gères peut-être ben, en fait, c'est présent, carrière, mais t'sais. à la place de le voir comme une pression, je le vois vraiment plus comme quelque chose qui me motive, un élément de motivation parce que je me dis, tu sais, des fois, comme tout le monde, il y a des matins où c'est plus difficile de me lever, tu sais, il y a des matins où on est blessé, où on est fatigué, où on est un petit peu déçu de la vie. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est ce rôle-là que j'ai. Puis c'est à quel point ce que je fais a de l'impact. Donc, pour moi, ben, je me dis, je vais juste pas laisser tomber ces personnes-là. Puis c'est vrai pour les gens qui suivent ma carrière, mais c'est aussi surtout vrai pour mon équipe d'entraîneurs. Donc, j'ai des gens autour de moi qui sont formidables, qui croient en moi, qui investissent de leur temps, qui investissent tellement d'énergie sur moi. Donc, moi, je me dis, ne serait-ce que pour eux, ben, je vais me lever puis je vais le faire. Ouais. Je vais juste aller donner mon maximum parce que il y a tellement de gens qui me font confiance, puis il y a tellement de gens qui croient en moi. Donc, pour moi, la place d'être une pression, là, c'est vraiment beaucoup plus un élément de motivation. Là. Ben, ça vient rejoindre ce qu'on disait tantôt. Tu sais, quand tu as eu l'opportunité de faire de la boxe, puis d'être commandité, puis de mettre 100% de ton énergie, ben, tu sais, fallait que tu le fasses, là, je pense, là, tu sais, parce que sinon, tu sais, Kyoshi, il dit que ce soit en karaté ou en boxe, le temps que tu mets dans l'autre, tu peux pas le mettre dans un. Tu sais. Fait que, exactement, là. Puis, tu sais, moi, s'il y avait une chose que je me disais, c'est, ben, je veux pas avoir de regrets dans la vie, puis... ben, si j'avais pu... Tu sais, je savais que mes élèves étaient en bonne main parce que je savais que beaucoup allaient aller avec Kiyoshi, avec Shihan Milo. Tu sais, je savais qu'il y avait des gens pour reprendre le flambeau, puis à cette époque-là, c'était Vicky qui reprenait le centre de Chomédé, avant que Costa le reprenne, là, mais je savais que ça allait continuer. Parce que pour moi, ben, ça, c'était ce que je voulais. Je voulais que ce que j'avais bâti continue, puis c'était pas obligé d'être avec moi impliqué dans le projet, mais je voulais absolument que les élèves aient une continuité. Puis, ben ça, pour moi, cette case-là était cochée. Donc, je me disais, ben je peux pas avoir de regrets. Tu partais la tête tranquille, là, ouais. Je partais vraiment la tête tranquille. Là. Donc, je savais que je pouvais me concentrer en 100% à la boxe en sachant que ben, ce leg-là, cette école-là allait continuer d'exister. Puis j'ai une question parce que tantôt, tu as parlé de quand tu as été à la croisée des chemins et tu as choisi de partir vers la boxe. Ben, ça serait le fun de savoir comment ça s'est passé ça, mais j'ai aussi une sous-question à ça. C'est, tu sais, venant des arts martiaux, venant du karaté, qu'est-ce qui a fait que tu as opté, mettons, pour la boxe, qui était quand même un apprentissage différent de ce que tu avais comme base, versus aller peut-être vers le MMA, qui était déjà quand même big, que tu aurais pu avoir une carrière, ou peut-être, là, tu aurais parti avec des acquis, tu sais, avec peut-être moins repartir à zéro. Mais en fait, je vais commencer par répondre à ta sous-question, puis après ça, je vais répondre à ta question, je vais développer comme ça. Ta sous-question, en fait, moi, j'ai commencé à faire du kickboxing parce qu'il y avait des cours de kickboxing qui étaient offerts là, chez Karaté Sunfuki. C'était Normand Blais qui était là à l'époque. Puis j'avais commencé à faire du kickboxing avec lui. Et Normand, c'est un chercheur en biochimie. Donc, c'est quelqu'un qui est très cérébral, c'est quelqu'un qui est très analytique. Puis,
sa façon d'enseigner le kickboxing, sa façon de m'expliquer les choses, c'était une approche très cartésienne, très théorique. Donc, on le faisait, là, mais il y avait toujours une réponse à me donner à mes questions. Puis moi, je suis une fille super curieuse, donc j'ai vraiment accroché au kickboxing parce qu'au départ, je faisais du kickboxing juste pour améliorer mon point de fight. Parce que pour moi, c'était catégorique, là, tu sais, c'était juste pour améliorer mon karaté. Donc, je me suis dit, tu sais, je vais faire ça, ça va être bon pour la vitesse, l'explosion, le cardio et tout ça. Puis, finalement, Normand m'a vraiment accroché avec le kickboxing. J'ai fait 2 combats en kickboxing, mais ben, vous savez, le circuit de kickboxing, c'est pas super développé. Donc, à un moment donné, ben, t'as fait le tour rapidement, trouver des adversaires, ça devient difficile. Puis, à un moment donné, je regardais les Jeux olympiques à la télé. Puis, le karaté, ben, c'était pas une discipline olympique, vous le savez. Là, ça a été aux Jeux de Tokyo pour une fois. Puis là, je me disais, ben, je peux pas croire dans ma vie que je vais jamais aller aux Jeux olympiques parce que ça, c'est un rêve d'enfance. Puis là, ben, on m'a dit, ben, Mariette, tu as le choix entre le taekwondo, qui est un sport olympique, ou la boxe. Puis là, je dis, ouais, ben, moi, je peux donner les meilleurs coups de poing, des coups de pied, fait que je vais aller boxer. C'était ça mon raisonnement. C'était pas plus poussé que ça. Moi, j'étais comme, ouais, je punch mieux que je kick. La boxe, c'est pour moi. Écoute, puis de toute façon, tu sais, comment je pourrais dire, la boxe, c'est pas comme le karaté, il n'y a pas des cours à 4 ans, ben, peut-être plus aujourd'hui, ouais. Ça commence jeune. Ben, il y en a vraiment là, des champions qui commencent très tôt, mais en fait, la plupart des boxeurs commencent vraiment très très tôt, là, puis c'est un peu, je pense, que ce qui a fait que toute l'éthique de travail, puis à quel point j'ai mis les bouchées doubles, c'est que moi, dans ma tête, je savais, parce que j'ai commencé la boxe à 24 ans, je savais que pour arriver au niveau où je voulais être, parce que moi, de me contenter d'un petit niveau de débutant, de amateur, pour moi, c'était pas pour moi, là, je m'en allais aux Jeux olympiques, là. Fait que, pour moi, c'était comme, OK, ben, pour rattraper ce temps-là, pour toutes les années que je suis en retard, il faut que je sois prête à faire ce que les autres sont pas prêts à faire. Il faut que je donne le double, le triple, il faut que je fasse des sacrifices que personne ne veut faire. Moi, je vais les faire parce que j'ai ça à catch-up, tu sais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, puis c'est vraiment pour ça que je me suis lancée à fond, parce que je savais que j'avais du temps à reprendre. Puis tu sais, oui, j'avais des aptitudes physiques parce que, ben, j'ai fait du karaté, j'ai fait du sport toute ma vie, mais j'ai assez rapidement compris que la boxe et le karaté, c'était 2 mondes complètement différents, là. Ouais, t'as un petit timing, mais that's it, là, le reste, il faut tout ça parte, là. Mais le timing, la vitesse, les skills, sauf que, tu sais, juste la philosophie en karaté avec le point de fight, ben, c'est toujours le premier qui touche. Fait que tout ton combat est construit dans toucher le premier. Alors qu'à la boxe, c'est l'inverse. Tu te fous du premier coup que tu vas donner, c'est plus le 2e, 3e, 4e qui va suivre. Donc, de juste ça, là, de dire que on change puis on s'en va dans un art qui, le purpose est complètement différent déjà à la base. Fait que tu fais comme, OK, mais c'est ça. Mais moi, je suis une fille de défi, puis c'était le défi que je m'étais donné, donc je l'ai fait. Puis les entraîneurs, au début, tu sais, quand tu as commencé la boxe, comme, je veux dire, comment ça a commencé, comment tu as pu être exposé, qu'est-ce qui fait que tu as pu faire ce tremplin-là? Qu'est-ce qui a initié ça? Je pense que c'est vraiment la drive que j'avais, dans le sens où moi, je suis rentrée dans un gym de boxe, puis après 2 entraînements, ben, j'étais dans le ring en sparring, puis après 3 semaines, ben, j'étais dans un combat, puis après 1 mois et demi, ben, j'étais aux championnats provinciaux des gants dorés. Fait que c'était cette drive-là, puis c'était... Ben, tu sais, moi, je vais le faire. Je veux dire, il y a eu des... Je pense qu'il y a certains moments dans ma carrière, surtout chez les amateurs, chez les pros, peut-être un petit peu moins, parce que j'ai été mieux encadrée, j'étais plus structurée, j'étais plus mature aussi, mais je pense que cette naïveté-là, puis cette drive-là m'a menée où je suis, mais m'a aussi fait apprendre à la dure. Je me suis compliqué le chemin quand même souvent, puis quand on regarde l'ensemble de ce que j'ai fait en boxe, ben, tu sais, ça a l'air super beau, puis tout ça, mais il y en a eu des défaites, il y en a eu des moments difficiles, il y en a eu des volets donnés dans le gym, en quelque sorte, où si j'avais fait les choses dans les règles de l'art avec un petit peu moins d'insouciance, de naïveté, ben, sûrement que ça aurait fait moins mal. Sauf qu'aujourd'hui, ben, ça fait partie des apprentissages, puis ça fait partie de mon parcours, puis c'est ce qui me permet aujourd'hui, autant dans le ring que dans la vie, de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Puis, parce que moi, avant, il y avait un mur de briques, je fonçais tête première dedans, là. Aujourd'hui, je suis capable de faire comme, hey, peut-être que si je fais un pas de côté, je peux le contourner, tu sais. Mais avant, non, c'était, on ponce la tête puis on y va, tu sais. Fait que, ben, c'est bon des fois, mais d'autres fois, ben, on apprend la dure, là. Un peu l'attitude karaté, là. No matter what que ça prend, là, je vais le faire, là, tu sais. J'ai pas d'auteur sur mon bac. Exact, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais le tirer, je vais le faire, c'est ça. Je vais tirer, je vais le faire, je vais me planter, la fois d'après, je vais tirer plus haut, tu sais. Fait que c'est un peu ça, puis comme on dit souvent en karaté, ben,
sais, la maturité fait qu'à un moment donné, tu comprends que ça compense pour la force, ça compense pour ce grit-là. Mais je pense que c'est ce grit-là, cette attitude comme un peu no matter what, j'y vais, ben c'est ce qui a fait que je suis rendue où je suis en ce moment. Ben, il y a un acquis que je trouve que les arts martiaux, ça paraît que ça transmet, ça paraît justement à travers toi, tes agissements en public et les agissements de quelqu'un comme Georges Saint-Pierre. Ça paraît les deux, on dirait que vous venez des arts martiaux, je trouve, là. Parce que de la classe. Dans les domaines où vous êtes, c'est pas tout le monde qui est courtois, respectueux envers son adversaire. Puis vous avez ça, ce respect-là, puis c'est aussi un genre de sérénité, je sais pas. Est-ce que c'est 100%, ça vient des arts martiaux? Bien sûr que non, vous avez votre propre personnalité. Mais est-ce que tu sens qu'il y a des acquis, à part cet aspect-là, que tu as été chercher dans le karaté puis qui te servent encore dans la boxe? C'est sûr que tu dis ça fait partie de nos personnalités, mais moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma personnalité a été forgée par les arts martiaux. Je veux dire, j'ai été pris à 6 ans dans les arts martiaux, donc à 6 ans, tu as une partie de ta personnalité, ce grit-là, cette drive-là, ce côté comme, ce chien-là, oui, je l'avais, mais je veux dire, ça a juste été accentué par les arts martiaux, puis ces notions de respect-là, d'humilité, ben on colle les pieds dans notre salut. C'est quoi la première chose qu'on apprend? C'est coller tes pieds dans ton salut, puis c'est humilité, tous égaux. Donc, c'est ce qui a forgé ma personnalité. Puis moi, ça a été un des plus gros clashs quand j'ai commencé à boxer. Ce clash de valeurs-là, ce clash de respect-là là, par rapport à la boxe. Je vois des gens cracher dans le ring, se moucher à terre. Puis, ben c'est ça, moi, j'étais comme, voyons, fait que ça a été un de mes plus gros clashs, là. Mais ce que je me suis toujours dit, c'est, moi, je suis comme ça, puis je vais pas laisser la boxe me drag down, puis m'abaisser à ça. À la place, je vais essayer d'amener ce que j'ai à la boxe, puis de donner envie aux gens, de percevoir les choses différemment. Fait que ça, pour moi, c'était catégorique. Puis après ça, je pense que les fameux tests de ceinture, les fameux, tout le caractère, l'éthique de travail, l'honnêteté que le karaté m'a appris, c'est toutes des valeurs qui me servent à tous les jours dans la boxe. C'est pas nécessairement des applications physiques et directes. C'est pas comme un front knuckle me permet de faire un meilleur jab, mais plus comme le nombre d'heures où j'ai passé à peaufiner mon front knuckle avec ma main dans le garage, le nombre de fois où je l'ai répété. Si tu me demandes de répéter mon jab, je suis comme been there, done that. Là. Fait que pour moi, ça va de soi qu'il faut que je le répète autant de temps. Ça va de soi qu'il faut que je passe du temps tout seul devant mon sac. Ça va de soi que je vais trouver ça long, je vais trouver ça plate, mais que je vais m'appliquer puis je vais le donner à chaque fois comme si c'était le premier, comme si c'était le dernier. Donc, c'est un peu toute cette façon de travailler-là. Mais la fameuse ligne que Kyushi parle souvent, là, entre la tête et le cœur. Puis, tu sais, parce que t'as pas juste fait le parcours sur une Fuki, on l'a dit tantôt, t'as eu un dojo pendant 12 ans. Fait que, tu sais, on enseigne les tests, on les donne, Fait que, tu sais, maintenant, c'est comme on est le Kyushi de notre dojo, tu sais. Puis, moi, j'ai fait ma ceinture noire, puis t'étais là, j'ai été assez chanceux pour que tu sois là. Puis, là là. Ceux qui savent le test, là, moi, c'est Chian qui avait fait de quoi, puis, là, c'était. Ouais, non, mais tu sais, puis, je pense que puis là, tu sais, t'as encore une de ceux à Sunfuki que, tu sais, ça transpirait le plus que tu véhiculais les valeurs. Mais, tu sais, justement, quand t'es là-dedans depuis que t'as 6 ans, t'es rendu à 25, 26, c'est comme, t'es 90% du karaté, là, tu sais. Fait que, en tout cas. Ouais. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, pour moi, ce test-là, mon test de ceinture noire et mon test de ceinture orange, ça a été 2 moments marquants. C'est 2 moments dans ma vie qui m'ont permis, dans ma vie personnelle, de prendre des décisions. Qui m'ont permis de faire un 180 dans ma vie parce que j'avais vécu ces tests-là. Donc, c'est des tests, c'est des leçons de vie qui, pour moi, ont été déterminantes dans ma vie puis qui m'ont permis de recentrer ma vie puis de prendre des décisions. Donc, quand je vois des élèves qui sont impliqués, quand je vois des gens que ça peut faire une différence, bien moi, sur ton test, moi, je me faisais un point d'honneur de faire ça aux gens parce que je sais à quel point ces tests-là ça peut changer la vie de quelqu'un. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui fait pas d'arts martiaux, pour quelqu'un qui a jamais vécu des tests de ceinture, c'est comme, ouais, right, de quoi tu parles, tu sais. Mais je pense que, tu sais, votre crowd, les gens, ben c'est des gens d'arts martiaux vont se reconnaître dans ce que je dis, mais pour moi, ça a été des leçons de vie, ça a été des valeurs que j'ai apprises qui me servent encore aujourd'hui, puis qui ont fait
que j'ai pris des grosses décisions dans ma vie. Donc, pour moi, de les retransmettre, là, c'était important de le faire. Là. Puis récemment, il est arrivé des drames là, dans le milieu de la boxe. Ouais. L'année passée, je pense qu'il y a une boxeuse qui est décédée au Québec. Quand tu fights, est-ce que il doit y avoir tout un processus de préparation mentale pour mettre ça dans un compartiment? Parce que, tu sais, en point de fight, oui, tu te fais taper, oui, tu te fais rentrer dedans, il faut que tu sois prêt à te faire brasser. Mais je veux dire, l'objectif n'est pas de provoquer une commotion. Tandis qu'en boxe, le chaos est présent, puis ça peut être une façon de gagner. Donc, techniquement, comment vous vous préparez mentalement à travailler puis à être productif en mettant ça comme dans un compartiment? En fait, c'est ça. C'est quoi le minding? Tu l'as dit, puis souvent, il y a les gens qui pensent que l'objectif de la boxe, c'est de mettre KO quelqu'un. Non, l'objectif, c'est de toucher sans se faire toucher. Tu sais, la boxe, c'est ça, c'est d'éviter le plus de coups puis d'en asséner le plus possible à ton adversaire. Donc, déjà là, quand tu te prépares dans cette optique-là en disant... Moi, c'est pas d'en manger les coups. C'est de les esquiver pour en donner. Ben, déjà là, c'est sûr que ça aide à être un petit peu plus, pas en paix, mais un petit peu plus en confiance que tu vas monter dans le ring puis que tu vas en sortir, là, tu vas en sortir indemne. Mais ça reste que c'est un sport de combat, c'est un sport dangereux. Puis comme tous les sports dangereux puis de haut niveau, ben, il y a un risque. Mais en même temps, moi, c'est ce risque-là qui m'allume. C'est le fait que ce soit dangereux. C'est le fait que j'ai pas le droit à l'erreur. Puis si je fais une erreur, je vais le payer cher. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est difficile à expliquer parce qu'il faut avoir cette drive-là. Mais tu sais, un pilote de course qui va rouler à 380, tu te dis, ben pourquoi il fait ça? Il va peut-être foncer dans le mur, tu sais. Mais c'est cette adrénaline-là que ça nous procure qui nous drive, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis, ben, après ça, ben, il y a aussi des circonstances là, derrière cette histoire-là. Donc, moi, quand je monte dans le ring, je suis en pleine confiance. Je sais qu'au niveau de ma santé, tous les examens nécessaires, il n'y a pas de prédisposition. Il n'y a pas de signaux d'alarme qui ont été levés avant en disant comme « Hey, c'est dangereux si Marie-Ève monte dans le ring ». Et aussi, avec mes entraîneurs, on sait que je suis dans une forme physique exemplaire. On sait que ma technique a été bâtie pour cet adversaire-là, qui a une stratégie. Et je sais surtout que j'ai des hommes de confiance dans le coin qui ont ma santé à cœur avant tout, qui ne vont pas hésiter à lancer la serviette, qui ne vont pas hésiter à prendre la décision d'arrêter pour me protéger. Moi, je ne vais jamais arrêter. C'est pas ma job de dire que je vais arrêter. Ma job, c'est d'y aller. Mais eux, leur job, c'est ça. Puis malheureusement, c'est pas tous les entraîneurs qui le comprennent. Puis c'est déjà arrivé en entraînement. C'est jamais arrivé en combat, mais c'est déjà arrivé en entraînement où on devait faire, mettons, un 8 rounds d'entraînement. Puis après 4, mon coach m'enlève mon casque, puis c'est fini pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer la réaction que j'ai eue. Je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai fait. On s'est reparlé par après. Je lui ai dit, je ne veux pas te parler. Tu as fait ta job. Je te respecte pour ça. J'ai encore plus de respect pour toi, mais je suis fâchée de moi de ne pas avoir livré la marchandise. Mais ça fait une grosse différence. Puis c'est malheureusement ce qui est arrivé dans cet incident-là. Ben, la boxeuse avait des antécédents. Quand elle est partie du Mexique, ben, les médecins avait demandé qu'elle soit opérée, qu'elle ne boxe plus jamais. Elle est montée dans le ring dans cette optique-là et son entraîneur, même si elle recevait beaucoup de coups, n'a jamais lancé la serviette pour la protéger. Donc, c'est sûr que sur le coup, pour moi, ça a été très difficile, mais après ça, de remettre en perspective puis de rentrer un petit peu toutes ces variables-là, ça m'a permis de voir que c'est pas un incident isolé parce que ben, malheureusement, il y en a eu puis il va en avoir d'autres. Mais ça me permet de comprendre que la façon dont je fais les choses, même si ça reste dangereux, même si ça reste qu'il y a des risques, on les limite le plus possible. On voulait aborder le fait que tu as eu la chance d'animer, de commenter la seule fois que le karaté était aux Jeux olympiques. Comment ça s'est passé ça? Comment tu as été approché? Puis ça a été comment l'expérience? J'ai été approchée par Jean-François Chabot, là, celui qui était à la description avec moi. Et c'est eux directement, ils m'ont dit, ben Marie-Ève, les Jeux olympiques vont être à l'essai à Tokyo, ça se peut que ce soit la dernière fois. On aimerait ça t'avoir en tant qu'analyste. Et là, moi, j'étais comme vraiment heureuse parce que j'ai commencé à faire de la boxe parce que le karaté n'était pas un sport olympique. Je voulais aller aux Olympiques dans ma vie. Et ben là, vous l'avez vu dernièrement, je suis très impliquée dans les communications, dans les médias. Donc, il y a des fortes chances que mon après-carrière soit dans les médias. Donc, d'avoir la chance d'aller faire des médias pour les Jeux olympiques, à couvrir le karaté, pour moi, je pense que c'était comme... Il n'y avait pas une meilleure façon de boucler la boucle.
il n'y avait pas une meilleure façon de dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie vienne de rentrer en un. Là. Donc, moi, j'ai accepté, puis j'étais vraiment, vraiment très, très, très heureuse. Après ça, j'ai compris que j'avais des petites mises à jour de karaté à faire parce que on comprend que le karaté qui était présenté aux Jeux Olympiques, c'est pas le karaté qu'on a fait toute notre vie chez Karaté Sanfuki. C'est pas le style open, là, c'est vraiment le style de Karaté Québec, de WKF, tout ça. Là. Donc, il y a eu beaucoup de travail pour moi là, de mise à jour, de bien comprendre, de bien analyser, de connaître les compétiteurs qui étaient sur le circuit. Donc, ça a été une année de préparation pour ce temps d'antenne-là. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Puis pour moi, c'était inconcevable d'arriver là, pas préparé. Là. Donc, j'ai vraiment là, tout mis le temps pour bien terminer les choses puis bien boucler la boucle. Puis je pense que pour moi, c'est un honneur là, d'avoir pu faire ça. Là. Puis tu étais bien entouré pour cette préparation-là. Oui, ben, j'ai eu la chance d'aller revoir Kiyoshi. Ça m'a donné la chance de revenir un petit peu sur les tatamis, de faire quelques formations avec lui. J'ai aussi été pris par Karaté Québec, là, sous la tutelle de Karaté Québec là, pour mise à jour, séminaire et tout ça. Là. Donc, ça m'a permis là, de rattraper le temps puis de rattraper les concepts et tout ça. Là. Donc, oui, j'ai été vraiment très bien entourée. Là. Ah, c'est super ça. Puis comment ça s'est passé là-bas à Tokyo? C'est-tu la première fois que tu allais au Japon? J'étais pas là-bas. Là. Nous, on était là, en raison de la COVID. Puis comme le karaté, c'est sûr que... il y avait vraiment pas, de mémoire, là, il y avait vraiment pas une grosse équipe sur place parce qu'on était tous là, dans les studios de Radio-Canada là, à Montréal. Et il y avait 60 cubicules dans une grande pièce. Là. Il y avait 60 cubicules de 2 qui étaient toutes cordées, un à côté de l'autre, puis on décrivait, ouais, exactement, là. On décrivait, puis c'était spécial parce que c'était en pleine nuit. Moi, je suis un oiseau matinal, là, je suis une fille de jour, là, donc la première nuit, j'ai commencé, je suis arrivée à la station, il était 6 heures le soir, et quand on a fait la pause, je suis sortie à 2 heures, j'avais une pause de 2 heures le matin à 4 heures, et ensuite de ça, j'étais en nombre de 4 heures à 10 heures le matin. Puis quand je suis sortie à 10 heures le matin, j'ai fait comme... j'ai comme pas compris, puis c'était impressionnant parce que c'est une ville, c'est un village en soi, l'organisation des Jeux, donc de voir la structure, de voir la fourmilière qui travaille autour de ça, parce que nous, on voit le résultat à la télé, sur le web et tout ça, mais de voir tout ce qui est fait en amont, tout ce qui est fait en arrière pour produire ce contenu-là, pour moi, c'était très impressionnant, là, donc c'était vraiment une super belle expérience. Là. Donc, j'imagine que si jamais on t'offrait ça encore, puis que là, tu avais la possibilité, mettons que le karaté revient, là, puis là, tu as la possibilité d'aller sur place. Aller commenter la boxe. C'est sûr, mais en fait, c'est cool. Ouais. Ben, ça peut être la boxe aussi, mais moi, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un lien directement avec les athlètes parce que, je trouve ça cool de donner des résultats, je trouve ça cool de montrer les performances, mais souvent, je trouve qu'on oublie souvent l'humain, on oublie souvent l'athlète derrière les performances, donc... quand je regarde, ce que je veux faire un peu avec les médias et tout ça, c'est un petit peu permettre aux gens de connaître les athlètes, de connaître l'humain derrière les performances-là, parce que c'est pas vrai que l'athlète, c'est juste un résultat, c'est juste la médaille qu'il a gagnée, c'est juste le combat qu'il a fait. Non, il y a beaucoup plus que ça. Puis ça, pour moi, je pense que ça serait vraiment quelque chose encore plus cool d'avoir un contact direct. Puis pour finir, c'est ça, on nous parlait beaucoup de tous tes objectifs, tout ce que tu as réalisé. Fait que ça serait quoi les prochains, là, les checkmarks qui te restent encore à faire? Parce que là, tu es beaucoup à la TV, à la radio, tout ça. Qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu as atteint ton succès ou t'en as encore à faire? Non, mais tu sais, c'est quelque chose que il y en a pour qui c'est jamais assez, il y en a pour qui c'est bien correct. Tu sais, c'est comme t'es rendu où dans ton cheminement? Ben moi, je vais te référer à la montagne. Tu sais, le temps aussi longtemps que tu gravites, tant aussi longtemps que tu continues de monter, tu sais que tu continues de te développer, tu sais que tu continues de repousser les limites, mais le moment où tu penses que tu es au sommet, c'est le moment où tu commences à redescendre. Là. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement de dire que je suis insatiable parce que quand je réalise des choses, quand je réalise mes objectifs, je prends le temps de le savourer, je prends le temps de dire « Hey, good job, tu l'as fait ». Mais pour moi, d'en avoir d'autres, des objectifs qui sont encore plus long terme, c'est ce qui me permet de me dépasser à tous les jours. C'est ce qui me permet de me lever le matin puis de dire « Alright, moi, je vais te donner la meilleure version de moi-même parce que j'ai ça que je veux accomplir, j'ai ça que je veux faire. » Fait que c'est pas nécessairement un drive de dire « j'ai fait ça, mais plus, moi, j'ai envie de me surpasser parce que je veux aller chercher cette chose-là. » Fait que
pour les prochains mois, là, à court terme, ben, je vais être en ondes à C'est quoi tout l'été. Là, donc, ça va être cool. Je vais avoir la chance d'animer le show du retour. Donc, je suis à temps plein à la radio cet été. Ça c'est un bel objectif là, qui est atteint pour moi parce que c'est vraiment un nouveau défi. Puis c'est surtout une radio générale. Donc, ça me sort un petit peu de ma zone de confort dans le sens où, ben moi, je suis bien dans le sport et tout ça. Donc, là, ben, c'est vraiment du général et tout ça. Donc, ça va être un super beau défi pour moi. Puis, ben c'est sûr qu'en boxe, ben, je veux unifier les ceintures. J'ai toujours voulu devenir championne du monde. Je l'ai fait après 14 combats. Donc, j'ai fait comme, alright, ça me prend quelque chose de plus. Là, je peux pas finir là. Je m'étais fixé comme objectif de devenir championne unifiée. Donc, je me croise les doigts pour que ce soit le prochain combat ou l'autre d'après. Puis, ben après ça, ça va être un objectif à la fois. Mais pour le moment, à court terme, ce sont les deux objectifs principaux. Là, c'est une grosse case, le retour là, à la radio. C'est quoi? Là, je sais pas si les gens réalisent, là, mais c'est quelque chose. C'est une des plus grosses avec le matin. Là, là. C'est le monde vont travailler, reviennent de travailler. Là. Ouais, ben je l'ai fait. Ben c'est ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je l'ai fait pendant le temps des fêtes. Pendant une semaine, fait que c'était une belle expérience et tout ça, mais là, de le faire sur une base régulière et tout ça, parce que c'est facile de show up, puis de bien livrer la marchandise sur 4 jours, là. Mais après ça, d'aller chercher une constance dans tout ça, là, c'est là où il y a un défi, là, au niveau du contenu, au niveau des micros préparés et tout ça, parce que, tu sais, à la base, moi, je suis pas scripteuse, je suis pas humoriste, je veux dire, je suis une athlète, donc le défi est là, d'aller chercher un contenu qui est constant, qui attire les gens, qui fait rire, qui divertit les gens, parce que, ben, tu sais, nous, on est là pour faire plaisir aux gens, on est là pour mettre un sourire aux gens qui ont passé une mauvaise journée ou qui s'en vont à la maison. Fait que pour moi, c'est la mission que je me donne, donc c'est dans cette optique-là où c'est un bon défi, parce que parler, ben, c'est pas compliqué pour moi. Je suis sûr que tu vas relever le défi comme tous les défis que tu t'imposes. Ouais. Ben, on ne souhaitera pas bonne chance, je pense pas que tu en as besoin, là. On dit, moi j'aime dire bon succès. Parce que tu n'as pas besoin de chance pour réussir des choses. Tu as besoin d'être préparé et de travailler. You made your own luck, hein? C'est ça l'idée. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'épisode numéro 100. On cherchait quelqu'un de marquant pour marquer le coup. Oui. C'est difficile à battre pour vrai. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment super gentil d'avoir accepté l'invitation. Puis pour les gens qui veulent en avoir plus de Chiane Marie-Ève, abonnez-vous au Patreon. On s'en va faire un segment supplémentaire à la semaine prochaine. Yes!